Retour à question d'actualité sur les ondes de la radio VM en compagnie de Jean-Philippe Trottier. Vous savez qu'on vit une époque qui accorde une grande importance à la victime. Cette sollicitude est certes tout à son honneur. Le seul problème, c'est que cette reconnaissance a créé un statut social qui peu à peu devient gage de respectabilité, voire d'héroïsme. Plus j'ai souffert ou plus je souffre, plus je mérite réparation, dédommagement, reconnaissance, voire même pouvoir dans certains cas. Or, les choses sont plus complexes que cela quand on sait notamment que certaines catégories de personnes ne peuvent prétendre à ce statut. Comment distinguer alors la personne qui souffre et celle qui clame qu'elle souffre? Pour en parler, David Santarossa, détenteur d'une maîtrise en philosophie et d'une autre maîtrise en éducation et chroniqueur tous les deux jeudis à cette émission. Bonjour David. Bonjour Jean-Philippe Trottier. Vous empoignez un sujet assez délicat, hein? Oui, tout à fait. J'ai pas peur de la possible controverse. Donc, c'est des sujets très délicats, mais je pense qu'on va réussir à l'aborder de la manière intelligente, comme nos auditeurs sont habitués, là. Donc, j'ai commencé à voir dernièrement dans les médias, il y a la gymnaste qui est tout à fait exceptionnelle, là, donc Simone Biles, qui aux derniers Jeux olympiques donc de cet été, qui a dû abandonner certaines épreuves de gymnastique en raison du stress, de la pression, de l'anxiété, bref, de tout ce qui est en lien avec la santé mentale. Et cette semaine, on a appris qu'elle a été... En fait, la semaine dernière, on a appris qu'elle a été nommée, athlète de l'année par le prestigieux magazine Time. Mm-hmm. Donc ça, c'est un point d'actualité pour vous, qui vous a frappé, hein? Ça a attiré beaucoup mon attention et j'ai fait le lien aussi avec l'acteur Jussie Smollett, qui est un acteur américain qui a mis en scène, il y a quelques années, une attaque raciste et homophobe, alors que ça ne s'était pas produit. C'est lui qui avait mis en scène cette attaque-là. Et j'ai aussi fait le lien, et je vais après ça tout mettre ça ensemble, mais des professeurs d'université qui mentent sur leur identité, en prétendant par exemple être noirs ou être autochtones pour avoir des postes plus facilement. Donc là, je vois tout. Quel est le lien que vous faites entre ces trois événements? Simone Biles, qui est athlète de l'année, nommée athlète de l'année par le magazine Time. Jussie Smollett, qui met en scène une attaque raciste et homophobe qui est avérée fausse. Et des professeurs d'université qui mentent sur leur identité pour pouvoir avoir accès plus facilement à des postes universitaires. Quel est le lien dans tout ça? Donc, le dénominateur commun, ce que je pourrais voir, c'est cette valorisation de la diversité et même parfois, pas de la diversité, pardon, mais du statut de victime. Oui. Et vraiment cette recherche d'avoir ce statut de victime-là qui est assez particulier. Et je me suis posé la question, qu'est-ce que ça veut dire sur le monde, je dirais peut-être pas sur le commun des mortels, mais pour le monde médiatico-artistique, si je peux m'exprimer ainsi. Mm-hmm. Alors justement, ça veut dire quoi? Je pense qu'il y a de plus en plus, on peut voir certains clashs entre une certaine élite médiatique, artistique, intellectuelle, et avec le reste du monde, donc les travailleurs. Les gens ordinaires, quoi. Les gens ordinaires, qu'on pourrait dire sans absolument aucun mépris, là, au contraire. D'accord. Et donc, diriez-vous que cette tentation, je l'avais dit en introduction, c'est que plus je souffre, plus je serai élevé. On a l'impression d'avoir une parodie de christianisme. Vous savez, les derniers seront les premiers dans l'Évangile. Oui, il y a un peu de ça. Et même, on en vient un peu à mélanger la figure de la victime avec celle du héros, comme dans le cas de Simone Biles. C'est-à-dire qu'au final, ce n'est pas elle qui a remporté la médaille d'or dans les disciplines qu'elle a abandonnées, mais c'est elle qui a quand même été nommée athlète de l'année. Donc, c'est quand même assez particulier. Et là, évidemment, qu'on me comprenne bien, il ne s'agit pas d'humilier Simone Biles pour son abandon, là, c'est pas ça du tout l'idée. Je pense qu'on est capable d'éprouver de l'empathie pour elle, tout en ne cherchant pas en fait à en faire une héroïne. Je pense d'ailleurs que la majorité de la population ont réagi de cette manière-là, en ayant beaucoup d'empathie pour elle, mais j'ai l'impression qu'il y a une certaine élite médiatique qui a voulu en faire une forme d'héroïne, ce qui est assez particulier. Diriez-vous que dans les médias, il y a un manque de ton juste? C'est-à-dire qu'on va passer du dénigrement à l'idéalisation, on va héroïser donc des gens qui ont été traînés dans la boue, qui ont souffert. Je veux dire, entre guillemets, le bon peuple, lui, ne se fait pas prendre à ce jeu de miroir aux alouettes. C'est
parfois, il y a plusieurs penseurs d'ailleurs qui se sont penchés là-dessus. Hein. Donc, George Orwell, par exemple, hein, l'espèce de sens commun qui est propre à monsieur, madame, tout le monde, qui fait en sorte qu'on, justement, on est plus capable d'avoir de nuances, je pense, qu'une certaine élite est capable de le voir, en fait. Là. Mm-hmm. Alors justement, revenons à Jussie Smollett, cet acteur noir homosexuel qui a mis en scène une attaque homophobe et raciste qui s'est avérée fausse. Et lui, est-ce que lui aussi cherchait un statut héroïque ou pas? Ah, tout à fait. Il voulait vraiment se présenter comme une personne victime de l'Amérique raciste et homophobe de Donald Trump à l'époque. Là. Donc, il voulait vraiment faire de lui-même une espèce de figure, justement, christique à quelque part. Là. En fait, c'est ça, il voulait le statut de victime sans en avoir le préjudice, par contre. Donc, juste avoir, justement, le pouvoir et la célébrité qui va peut-être venir avec ce statut-là, parce que toutes les personnalités publiques aux États-Unis ou à peu près ont réagi très, très vivement lorsque c'est arrivé, jusqu'à temps qu'on découvre que ce n'était qu'un canular. Là. Iriez-vous jusqu'à dire qu'une victime autoproclamée peut, par ce subterfuge, si vous voulez, capter une énergie sociale et en acquérir beaucoup de prestige? Ça va loin, ça. Ah, je pense que oui. Je pense qu'il y a des gains médiatiques à faire. Ben, je veux dire, l'exemple de Jussie Smollett en est un exemple. Là. Il voulait vraiment avoir un gain social à faire avec ça. Je ne suis pas en train de dire du tout que toutes les victimes cherchent à avoir un statut social. Loin de là. C'est pas ça du tout que j'essaie de dire. Mais c'est-à-dire, on a des... Et ça vaut la peine qu'on le mentionne. C'est-à-dire qu'on a des personnes qui sont très, très privilégiées, que ce soit par leur statut social, leur argent, leur éducation, qui vont essayer d'avoir ce statut-là de victime, alors qu'en réalité, c'est des personnes qui sont au haut de la hiérarchie sociale. Il n'y a pas de doute là-dessus dans mon esprit, là. David Santarossa, j'ai souvent remarqué, ça je parle de moi-même maintenant, à partir de moi-même, mais de mon expérience, que quand on souffre intensément, on n'a pas assez d'énergie ni de marge vitale pour pouvoir clamer sa souffrance, parader sur les scènes à droite et à gauche. Qu'est-ce qu'on fait? D'abord, la souffrance, on l'est dit, elle est plate. Même si elle vous tord complètement l'âme ou le corps, la souffrance est laide. La victimisation dont vous me parlez a un côté, je dirais pas merveilleux, mais honorifique, socialisable, privilégial, qui vient avec des privilèges. La vraie victime, elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se tord de douleur et tout ce qu'elle cherche à faire, elle se roule en boule pour essayer de souffrir le moins possible. Ça prend tout son petit change pour être comme ça. Oui, exactement. On a affaire à une forme de mise en scène de la victimisation. Voilà. Je pense que vous avez raison sur ce point. Et là, on observe tous ces exemples-là, mais j'aimerais qu'on s'élève un peu sur le plan conceptuel parce qu'il y a des penseurs qui ont réfléchi à cette culture-là, cette réaction-là sociale par rapport à la victime. Puis je me base ici sur des sociologues américains, Bradley Campbell et Jason Manning, pour ceux que ça intéresse. Ils sont connus? Oui et non, ils ont écrit un livre assez intéressant là, sur la culture de la victimisation, justement. Là, c'est la victimhood culture, quelque chose du genre. Là. Ça serait facilement trouvable et ça a eu un certain écho, je vous dirais, dans la presse anglo-saxonne. Et qu'est-ce qu'ils disent? Donc, ils identifient 3 cultures différentes. Donc, premièrement, la culture de l'honneur, hein, où est-ce que, justement, on ne veut pas être une victime. On est très sensible à la moindre insulte, à la moindre attaque, et on va vouloir réagir très fortement, parfois même par la vengeance, et même bien souvent par la vengeance. Donc, dans cette culture de l'honneur, vraiment, c'est la réputation. La valeur d'une personne va beaucoup dépendre de ce qu'on en dit. Donc, je pense pas qu'on est dans cette culture-là aujourd'hui en Occident en général et au Québec en particulier. Non, c'est davantage propre du monde méditerranéen ou musulman ou dans certaines pans de l'islam, où l'honneur est très, très, très important. Ah, bien sûr, bien sûr. Ça résonne aussi quand on parle d'honneur. On parle des crimes d'honneur qui existent aussi. On le sait, là, c'est pas une lubie ici. Là. Donc, vraiment, cette culture-là, vraiment, ce qu'il faut retenir, je pense, c'est que ce statut-là de victime est honteux.
Oui, en effet. Et donc, Mais on voilà. avait ça en Occident auparavant, parce qu'il y avait des gens qui, vous savez, tu as regardé ma femme, tiens, je t'invite en duel demain matin à 6 h du matin, prends ton témoin, je prends mon témoin, puis paf! Ça se faisait ici jusqu'au 19e siècle. Donc oui, il y a eu une tradition des duels et ça existe encore d'une manière ou d'une autre dans des milieux sportifs, par exemple, où est-ce que justement il y a une certaine culture de l'honneur, mais en même temps, je pense que dans le sport, il y a une culture un peu gladiateur, il y a quelque chose aussi de la mise en scène, donc je considère pas ça comme la vie sociale de tous les jours, mais dans les médias, dans la vie publique, clairement, cette culture de l'honneur n'est manifestement pas... n'est pas valorisé. Alors, vous parlez de deux sociologues, Bradley Campbell et Jason Manning, qui ont parlé de la culture de la victime. Donc, il y a une façon d'aborder cette question, c'est par la culture de l'honneur qui rejette le statut de victime. La deuxième façon, c'est quoi? C'est la culture de la dignité, celle de la dignité humaine. Oui. C'est celle que je travaille dans une école, c'est celle que j'observe au quotidien, je vous dirais. Donc, c'est l'idée que justement l'être humain a une dignité à part entière. Donc, peu importe ce qu'on va nous dire, peu importe les insultes qu'on va recevoir, ma dignité n'en sera pas affectée parce que j'ai une dignité intrinsèque. D'accord. Justement. Donc, vraiment, la tolérance va dominer. Le courage va être vu comme... oui, les victimes existent, mais on va valoriser, en fait, le fait de surmonter ces difficultés-là. Oui. Et je pense que, de manière générale, comme je vous dis, le commun des mortels s'approprie cette culture-là. Cette culture de la dignité, où est-ce que c'est pas la moindre petite attaque qui fait de nous des victimes, et lorsqu'on est véritablement des victimes, parce que évidemment on sera même victime un jour ou l'autre, ça c'est certain, il faut surmonter cette difficulté-là. Donc honneur, dignité, et la troisième culture pour faire face à la victimisation, c'est quoi? C'est justement cette culture de la victimisation. D'accord, on y est. Oui, on y est. Donc, c'est la culture, selon les sociologues, dans laquelle on est dedans. Oui. Et curieusement, et ça c'est surprenant, c'est que cette culture de la victimisation a beaucoup en commun avec la culture de l'honneur. Ah bon? Oui, donc tantôt je parlais de la culture de l'honneur, une très grande sensibilité à l'insulte, à ce qu'on peut dire de nous, même les propos accidentels vont être vus comme des insultes. Mm-hmm. Mais dans la culture de la victimisation, on est un peu là-dedans. C'est-à-dire que se faire demander d'où vous venez est considéré comme une sorte de violence, donc comme une micro-agression, comme on dit aujourd'hui. Donc vraiment, la moindre petite chose peut être considérée vraiment comme une insulte. Un autre élément qui est commun à la culture de l'honneur et la culture de la victimisation, c'est l'aspect vengeance. Mais évidemment, la vengeance n'est pas du tout la même dans les deux cultures. Dans la culture de la victimisation, on va davantage parler d'intimidation intellectuelle ou d'intimidation émotionnelle même. Hein? C'est-à-dire, si vous n'êtes pas avec nous, vous êtes contre nous. Mais pardonnez-moi, mais dans la victimisation, la vengeance prend les traits de la défense. Je me défends parce que je perçois que l'autre veut m'agresser. Oui, on va se réclamer du bien, ça c'est certain, mais j'ai pas l'impression que la vengeance, c'est ça qui est peut-être particulier, c'est que la vengeance ne vise pas nécessairement l'agresseur, si on veut, ou la personne qui a mal fait. On va beaucoup s'attaquer au public, donc qui ne réagit pas, qui ne croit pas la version des faits, qui est pas d'accord que telle chose est raciste ou sexiste. Donc dès qu'on n'est pas en accord, justement, on va recevoir une forme d'intimidation intellectuelle en se faisant traiter de raciste ou de sexiste, par exemple. Quelqu'un dans cette culture de victimisation, David Santa Rosa, quelqu'un qui se reconnaît victime, c'est de la complaisance ou du courage? Manifestement, évidemment, ça dépend des différents milieux. Mais ici, je m'intéresse aussi beaucoup au cercle médiatico-artistique, comme je le disais. Je pense que ça relève de la complaisance parce que justement, il va y avoir un regard unanime vers votre statut de victime, même ça va être valorisé. Par contre, je pense que dans la vie de tous les jours, c'est une autre paire de manches. Et se reconnaître victime, ça peut être évidemment tout dépendamment des cas, mais ça peut être vraiment très difficile à faire lorsqu'on est une véritable victime justement, puis que le mauvais sort s'acharne sur nous. On peut penser à la violence conjugale par exemple. On sait que ça peut être très 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 difficile à faire. Mais dans le cercle médiatico-artistique où est-ce que on voit la mise en scène, où est-ce qu'il va y avoir un regard unanime sur vous, j'ai pas l'impression que ça relève tant que ça du courage. Là.
On parle de victimisation, David Santa Rosa. Pensez-vous que la victime reçoit de son statut une supériorité morale? Est-ce qu'on lui accorde une valeur supérieure? Est-ce qu'on l'idéalise dans ce discours médiatico-artistique? Je pense que oui, si je peux faire le parallèle avec la culture de la dignité, oui. Qui dit dignité humaine dit tout le monde a une égale dignité. Tout le monde, il y a une forme d'égalité. Effectivement. Dans la culture de la victimisation, par contre, justement, il y a une valorisation, peut-être une survalorisation, ce serait nos auditeurs de le décider, de la victime. Et je pense ici au recteur de l'Université d'Ottawa, Jacques Frémont. Oui. On se rappellera de l'affaire Lieutenant Duval, évidemment, et il avait dit que les membres des groupes dominants n'ont tout simplement pas la légitimité pour décider ce qui constitue une microagression. Donc, de pourtant, ce qui constitue... Lui, il vient d'un groupe dominant, il ne s'est pas gêné pour définir ça, pourtant, lui. Oui, c'est ça qui est un peu absurde, c'est que lui, il fait partie des groupes dominants, donc éduqués en plus, probablement qu'il a un excellent salaire en tant que recteur. Oui, tout à fait, lui, il ne se gêne pas pour ça, mais ça ne s'applique jamais à ces personnes-là, à ce genre de discours. Ah oui, c'est eux qui écrivent un catéchisme pour que les autres le suivent, c'est ça? Oui, et voilà, exactement. Bon, d'accord. Donc l'idée, c'est ça, c'est que si on fait partie des groupes dominés, autrement dit, notre voix a une pleine légitimité. Donc, si on est une victime reconnue par la doxa universitaire, on a une pleine légitimité. Par contre, si on fait partie des groupes dominants, ici, comprenons, là, c'est les Blancs et les hommes, principalement. Hétérosexuels, oui. Hétérosexuels, exactement. Et leur voix n'a pas pleine légitimité parce qu'ils font partie des dominants, justement. Oui, ils traînent une histoire très lourde. Vous avez fait un lapsus il n'y a pas longtemps, David Santa Rosa. Vous vouliez dire victimisation et vous avez dit diversité. Je veux revenir là-dessus. Est-ce que c'est un lapsus ou il y a vraiment un lien à faire entre diversité et victimisation? Peut-être que le lapsus voulait dire plus qu'il n'en paraissait. En effet, tout à fait. Donc, quand on parle de la victime aujourd'hui, on parle des membres de la diversité, on va parler des personnes racisées. Donc, vraiment, ces personnes-là vont être identifiées comme les victimes par excellence, on pourrait dire. Et justement, juste en parlant de diversité, souvent on va entendre par exemple, Justin Trudeau parler que la diversité est une richesse, la diversité est notre force. Ça, évidemment, on valorise ces victimes-là. Donc, peu importe ce qu'ils ont à dire, finalement, juste de par leur couleur de peau, ils sont valorisés. Et à l'inverse, les oppresseurs, les Blancs, qu'on prend ici aussi la majorité, est associé à l'opposé à l'homogénéité, donc à l'interchangeabilité. Donc, vraiment, il y a comme pas de valeur à ces personnes-là, si on veut, parce qu'elles seraient des oppresseurs, justement. Tout ça, ça crée un climat qui est joyeux à l'extrême, non? Ouais, non, pas vraiment. On tombe dans une situation assez triste où on devient toujours un peu suspicieux des personnes qui vont se réclamer dans l'espace public de ce statut de victime-là. Et évidemment, ici, je suis pas en train de dire que c'est une bonne chose, mais là, on voit tel professeur d'université se réclamer de tel statut. Et là, il y a les questions qui se posent dans la tête. OK, mais est-ce qu'elle est véritablement autochtone? Est-ce qu'elle est véritablement noire? Est-ce qu'elle a véritablement été victime de discrimination? Oui. Donc, vraiment, on tombe dans une espèce de... Ce qui n'est jamais positif, là, dans une société, donc le doute, la suspicion qui est autour de soi. Là. Il nous reste 1 minute, David Santa Rosa, avant de se quitter dans les larmes. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire contre tout ça? Il y a un discours médiatico-artistique et même politique, si vous voulez. Mais vous opposez à ça le common sense de George Orwell. Vous opposez à ça le bon sens du bon peuple, entre guillemets. Je veux dire, il y a... Quand on voit dans la rue, la vie courante est faite de gens qui sont heureux et qui souffrent, tout ça. Et les frontières ne sont pas aussi tranchées que ça. Est-ce que c'est ça l'antidote? Aller faire un tour dans la rue pour voir ce qui se passe vraiment, sortir de nos officines, de nos tours, de nos antennes, etc.? Entièrement d'accord avec vous. Donc, quand on travaille justement... je reviens là-dessus, je travaille dans une école, donc on envoie 30 secondes, hein? Oui, donc on envoie des personnes qui sont victimes de maladies, il y a un décès dans leur famille, donc il y a toujours... On est tôt ou tard une victime. On fait face à tôt ou tard à des difficultés. Et je pense que de valoriser le fait de surmonter ces difficultés-là, sans pour autant, évidemment, condamner ou humilier ceux qui ne réussissent pas à les surmonter, mais je pense que, oui, on peut être empathique,
tout en valorisant les solutions et en cherchant à aider les personnes. Je pense que c'est essentiel dans cette discussion-là. David Santa-Rosa, on va devoir se quitter maintenant. Il y a la publicité qui arrive. Écoutez, c'est votre dernière chronique de la saison. On vous retrouve, j'imagine, en janvier. Oh, avec plaisir. D'ici là, écoutez, joyeux Noël à vous et à vos proches. Bonne année. Mais merci pareillement à vous-même. Merci beaucoup, David. Voilà, c'est la fin de l'émission. Demain, portrait de Saint-Pierre Canisius à la régie Daniel Fortin. Ici Jean-Philippe Trottier. Je vous dis merci de votre fidélité. Je vous donne rendez-vous demain. Et entre-temps, je vous invite à rester à l'antenne de Radio VM.